Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h au sommaire. Daniel Kablan-Duncan était hier à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de l'Europe. Le vice-président de la République a salué la coopération entre l'Europe et l'Afrique, une relation entre les deux continents vieille de plusieurs décennies. Vous le verrez dans 5 minutes. La société minière d'Ity a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve. Elle a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui rassure les investisseurs des dispositions prises par le gouvernement pour le milieu des affaires. Les 14 prochaines années, elle va produire 70 tonnes d'or. Jean-Pierre Bemba réclame près de 45 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, l'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. On démarre avec les activités du chef du gouvernement et c'est en bref et en images. La société minière d'Ity a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve. Un investissement qui vient accroître non seulement sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année, mais aussi la durée de vie de la société minière. Cette nouvelle usine a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui rassure les investisseurs des dispositions prises par le gouvernement pour le milieu des affaires. Il indique également qu'après l'agriculture, l'industrie minière doit se positionner comme le socle du développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette société est la plus ancienne du pays. Elle va produire pour les 14 prochaines années 70 tonnes d'or contre 42 tonnes produites depuis sa mise en service en 1991. Ces images sont signées Mamadou Kouassi. Allons-y maintenant aux États-Unis, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. Une ambassade qui a été entièrement rénovée à hauteur d'1,7 milliard de francs CFA. Le bâtiment flambant neuf a été visité récemment par Amadou Gon Coulibaly. C'était en marge d'une mission officielle du Premier ministre dans la capitale américaine. Le reportage sur place d'Adama Kone pour RTI. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, admiratif devant une photo de la salle de conférence de l'ambassade de Côte d'Ivoire rénovée à Washington. Il achève ainsi une visite des locaux de la représentation ivoirienne aux États-Unis en compagnie du premier responsable de la diplomatie ivoirienne dans ce pays. On est privilégié d'avoir cette ambassade à cette location qui est quand même rare et où vous avez toutes les grandes ambassades à bénéficier d'un crédit pour la rénovation. Et depuis 2 ans, nous avons eu l'opportunité de terminer, d'achever cette rénovation qui consistait aux 3 bâtiments. Vous voyez, il y a 3 bâtiments, un bâtiment central et le bâtiment de gauche qui est la chancellerie et aussi le bâtiment de droite qui est le bâtiment technique, le bâtiment des services spécialisés. Donc la rénovation a touché à tous ces 3 bâtiments, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au 24-24 de l'avenue Massachusetts du quartier des ambassades de la capitale américaine, dans ses nouveaux habits, l'édifice a fière allure. Le Premier ministre tient à passer en revue la trentaine de bureaux pour apprécier la qualité des travaux. D'un bureau à l'autre, Amadou Gon Coulibaly trouve un mot d'encouragement pour chaque agent de l'ambassade. En leur nom, le diplomate rend hommage au chef de l'État. On propose de baptiser la salle de réception Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a permis de la rénover. On est fiers de bénéficier de cette vision du président de la République qui a exigé que la représentation nationale ici aux États-Unis est fière à lui. D'autant plus que ce cadre nous sert de lieu de rencontre des autres confrères ambassades qui nous sollicitent pour des réunions et avec beaucoup de fierté, nous partageons cet espace. Les travaux de rénovation ont duré 2 ans. Le gouvernement ivoirien a dû débloquer 1,7 milliard de francs CFA à cet effet. Une fierté qui, selon l'ambassadeur Haïdara, en rajoute à l'honneur et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international.
De retour à Abidjan, Cocody, on part à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. Daniel Kablan-Duncan y était hier à l'occasion de la célébration de la fête de l'Europe. Le vice-président de la République a salué la coopération entre l'Europe et l'Afrique, une relation entre les deux continents vieille de plusieurs décennies. Ces propos sont recueillis par Issa Chonayeo. Bâtir une relation de confiance et de respect mutuel entre l'Europe et l'Afrique. Tel est l'enjeu de la nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique. Une alliance pour faire la promotion des valeurs universelles telles que la bonne gouvernance, la démocratie, l'éducation et bien d'autres. Des valeurs que l'Union européenne veut promouvoir à travers la culture via le concept l'UE Magic Tour. On se connaît, on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. La démocratie, la solidarité, la paix, la stabilité, l'égalité entre hommes et femmes. On partage tout ça. La protection de l'environnement. Mais il faut mettre en évidence qu'on partage ça. Ça, je considère une partie de mon travail et je vais le faire, je vais commencer cette année ensemble avec la Fondation Magic System. On va faire le tour du pays avec 30 artistes ivoiriens. On parle d'une nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique et je crois que la culture a sa part à jouer et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut remercier l'Union européenne d'avoir pris cette initiative avec la Fondation Magic System de promouvoir ces valeurs communes-là à travers une tournée, à travers la tournée de l'UE Magic Tour qui va nous permettre de rencontrer toutes les populations ivoiriennes. L'Europe et l'Afrique entretiennent de vieilles relations d'amitié depuis plusieurs décennies. Une coopération saluée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'occasion de la fête de l'Europe. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons d'excellentes coopérations avec l'Union européenne. Comme c'était indiqué, c'est un de nos principaux partenaires à la fois au niveau commercial, mais aussi au niveau donc, des financements et aussi au niveau donc, du secteur privé. Puisque vous savez que la croissance de la Côte d'Ivoire est beaucoup tirée par le secteur privé, à la fois local, le secteur privé donc international, dont les entreprises européennes. Nous avons bâti et développé un dialogue. Dans le cadre du dialogue politique qui existe entre l'Europe et l'Afrique, qui permet donc à chacune des parties d'indiquer ses préoccupations fondamentales et notamment donc à nos pays, dont la Côte d'Ivoire, d'exprimer sa vision de développement. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne investit dans plusieurs domaines d'activité, dont la santé, l'éducation et les infrastructures. Parlons à présent prévention des inondations, prévention des incendies. C'est la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui a initié un atelier sur la prévention des sinistres liés au climat et aux incendies dans les entreprises. Il s'agissait donc de les sensibiliser en vue de prévoir les réponses appropriées en cas d'incendie et d'aléas climatiques. Christelle Bededja, Grascando. Les pertes et dommages causés par les inondations du mois de juin 2018 à Abidjan sont estimés à près de 18 milliards de francs CFA et la réparation des préjudices à environ 200 milliards de francs CFA selon des experts. À ces risques climatiques s'ajoutent ceux liés aux incendies. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire veut prévenir ces drames. Elle initie une rencontre avec toutes les parties prenantes. Parce qu'il faut savoir que les entreprises n'ont pas véritablement d'informations sur tout ce qui est climat, météorologique, tout ce qui concerne un peu ce qu'il y a à faire au niveau des plans hors sec, etc. Les conséquences étant trop graves, mieux vaut faire de la prévention. Et la première action de prévention, c'est donner l'information, sensibiliser les entreprises sur ce sujet-là. Réduction des risques liés au climat et aux incendies, la SODEXAM et l'Office national de la protection civile entendent jouer leur partition. Le rôle de l'État étant d'accompagner ces entreprises à fructifier leurs activités. L'Office national de la protection civile s'engage à accompagner toutes les entreprises membres de cette confédération pour préserver au mieux leur outil de travail. Il faut leur expliquer qu'est-ce que le plan Orsec, qui est déclenché par le gouvernement en cas de sinistre important. Ensuite, à l'issue de l'atelier, nous allons inviter chaque entreprise à mettre sur pied ce que nous appelons dans notre jargon son POI, qui est le plan d'opération interne. Il s'agit pour nous essentiellement de donner les outils, les informations météorologiques, les services climatiques pour pouvoir amener les entreprises à faire plus de prévention en cas de catastrophe, à mieux comprendre d'abord ces catastrophes et leur permettre de mieux s'armer et de pouvoir être mieux résilients
au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Selon une étude de la Banque mondiale, peu de pays disposent d'outils qui permettent d'apprécier l'impact des catastrophes. Une école, 5 hectares de forêt, c'est un projet du ministre des Eaux et Forêts et c'est un projet qui lui tient à cœur. Cette semaine, c'est le lycée Mami Oufouette-Fété de Bingerville qui a reçu Alain Richard d'Envahi dans le cadre de la sensibilisation des élèves à l'écologie et aux problématiques environnementales. On retrouve Grace Kando. 2100 arbres sur un site de 8 hectares seront plantés au lycée Mami Oufouette-Fété de Bingerville. Une façon pour cet établissement de jouer sa partition dans la reconstitution du couvert forestier. On avait besoin pour que nous ayons un environnement sain et nous ayons des plantes qui peuvent aider les enfants pour leur formation pédagogique, surtout en SVT. Et aujourd'hui, je suis devant l'arbre du clé que je ne connais pas. Nous entendons parler de la source au clé bas, mais l'arbre clé, aujourd'hui, nous l'avons au lycée, donc je suis heureuse. C'est une bonne idée de faire le reboisement, car les arbres nous protègent du réchauffement climatique. Pour entretenir les plantes, nous allons venir chaque jour les arroser. Ce projet de reboisement porte le nom de feu professeur Laurent Ake-Assi, botaniste. Je trouve que c'est une belle initiative. C'est l'occasion de rafraîchir et en même temps de graver dans la mémoire des générations futures le rôle que le professeur Ake-Assi a joué au niveau de la conservation de la nature. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt, mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts depuis 2013. Donc nous voulons faire en sorte que les élèves et les Ivoiriens, dès leur plus jeune âge, soient sensibilisés à la chose environnementale, à la protection de la forêt et au respect de cet environnement. Le projet Une école 5 hectares de forêt va coûter 8 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. C'était un reportage de Grace Kando. Vous allez le voir, c'est presque un miracle. L'Institut de cardiologie d'Abidjan reçoit depuis le 1er mai dernier une mission humanitaire. Une mission qui avait dans ses valises une nouvelle technique de chirurgie vasculaire jamais réalisée auparavant en Afrique de l'Ouest. C'est l'endoprothèse. Grâce à cette innovation chirurgicale, 3 vies ont pu être sauvées. Et les patients ont reçu hier la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ouattara Walter l'a suivi pour nous. Une visite des plus heureuses effectuée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Ici, s'est déroulée l'endoprothèse pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Sans ouvrir la cage thoracique, on introduit cette artère avec des rayons X et un contrôle de l'image. Avec une caméra, on peut placer cette prothèse à un endroit extrêmement précis et permettent aussi de sauver des vies. Cette endoprothèse-là, qui est onéreuse, donc les laboratoires nous ont gracieusement donné, mais le but c'est de pérenniser et de prouver qu'il n'y a pas que l'Afrique du Sud et le Maroc où on peut faire ça. Cette innovation technique de la chirurgie vasculaire a permis de sauver 3 patients, des malades du cœur. J'ai été opéré avec succès. Jusqu'à présent, je ne sens pas d'effet. Je sens des appareils qui sont sur moi. Je pourrais marcher, je pourrais faire tout ce que je veux. Je me sens assez bien. Un succès fort apprécié et salué par le ministre Eugène Aka-Awele. Tout sera fait pour que notre système de santé soit en corrélation avec le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, le ministre jette la base de la réflexion entre décideurs du système sanitaire afin de faire profiter l'endoprothèse aux malades du cœur en Côte d'Ivoire. Juste la prothèse, elle coûte 4 millions, mais après, voilà, il y a le séjour à l'hôpital, il y a le séjour en réanimation. En France, il faut compter dans les 30 000 euros. Donc 30 000 euros, ça équivaut à 20 millions de francs CFA. Il faut laisser les praticiens, les professionnels faire des propositions. Aujourd'hui, l'engagement du gouvernement sous l'autorité du président de la République est total. Je vous rappelle que de 2019 à 2021, c'est plus de 800 milliards de francs qui vont être investis dans l'équipement, dans la réhabilitation et de la construction du secteur de la santé. De même, on attend
le démarrage de la couverture maladie universelle pour le 1er octobre. Sur le continent, l'endoprothèse était uniquement pratiquée en Afrique du Sud et au Maroc. C'est grâce à la qualité du plateau technique médical et du personnel que le choix des docteurs Gassani et Akoubé s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Tout ceci grâce à la mise en relation d'Africa Santé Expo et du Lions Club d'Abidjan Océan. Depuis plusieurs années, les victimes des crises ivoiriennes sont indemnisées par le gouvernement. Il existe aussi un fonds de la CPI pour leur apporter une assistance additionnelle. Le bureau est ouvert, mais les prestations pas encore démarrées. Et c'est justement ce qui alimente l'impatience des victimes. Le bureau local de la CPI, la coalition ivoirienne pour la CPI et les associations de victimes tentent chaque jour de les rassurer. Quelle contribution du fonds de la CPI dans le processus d'assistance des victimes des crises ivoiriennes? C'est un document signé Gabriel Zani. Des rencontres comme celle qui se tient ce mardi 23 avril à Koumassi, campement dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Il y en a eu des centaines entre la COVICI, la Confédération des organisations des victimes de la crise ivoirienne, et les victimes. Voici des volets très intéressants pour lesquels... Il est aujourd'hui question d'expliquer à l'assistance l'intérêt du fonds au profit des victimes. Ce fonds-là est un programme qui ouvre dans des pays qui sont sous assistance, en fait sous juridiction de la CPI. Il y a 3 volets, un volet psychologique, un volet de prise en charge médicale et un volet d'activité socio-économique. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le fonds est géré par les ONG qui postulent, n'est-ce pas, et qui sont retenus. Ayaratou Kouaté fait partie des 157 000 victimes recensées et reparties entre la centaine d'associations de victimes que compte la COVICI, créée en 2013 et dont la mission est de porter la voix des victimes et de défendre leur droit à la réparation. Nous les victimes, moi personnellement, je ne fais rien, je vends les pagnes, mais après la guerre, j'ai tout perdu. Donc ils vont nous aider, c'est ce fonds-là qu'on attend qui va vraiment nous aider beaucoup. Elle attend avec impatience l'appui du fonds au profit des victimes. Une assistance dont le premier volet à hauteur de 500 millions de francs CFA sera affecté à des projets communautaires. À environ 33 km de Koumassi, Yopougon, Angéline Biakpa et Hubert Bosson vivent au quartier Sidessi à Guidiba. Chacun a été victime de pillage dans les violences post-électorales. Ce fonds, vraiment, il est le bienvenu parce que à l'heure où je suis, j'ai tout perdu. Avant, je ne faisais pas les jeux, mais la force des choses a fait que je suis obligée de faire les jeux pour pouvoir subvenir à mes besoins. Nous sommes en association, nous sommes dans le marché. Si on a eu ces fonds, ça permettra d'améliorer nos commerces et ça facilitera aussi la cohésion sociale. Des projets, il n'en manque pas. Leur espoir est permis grâce au fonds au profit des victimes bientôt opérationnel. La responsable des programmes vient de s'établir à Abidjan exactement le 2 mai 2019. Le fonds au profit des victimes a été créé par le même statut qui a créé la Cour pénale internationale. Et le fonds a 2 mandats. Il a un mandat de réparation et un mandat d'assistance. Le mandat de réparation est lié directement aux activités judiciaires de la Cour et n'est activé qu'en cas de condamnation. Le mandat d'assistance, lui, est indépendant des procédures judiciaires et vise à apporter une assistance aux victimes des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Le Fonds au profit des victimes est une institution indépendante auprès de la Cour pénale internationale. Il travaille activement avec le gouvernement. Nous travaillons côte à côte. Compte tenu du nombre de victimes et compte tenu de l'importance des préjudices. Et donc le fonds va intervenir en complémentarité avec les activités et les programmes existants du gouvernement. Avant le fonds au profit des victimes, il y a eu le bureau local de la CPI dont les portes ont été ouvertes en 2012. Et en 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome de la CPI. La Cour a à peine 15 ans de fonctionnement. En 15 ans, la Cour a démontré qu'elle peut rendre justice. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, il y a eu aussi des acquittements. Mais surtout, il faut le souligner, la Cour a montré qu'elle est capable, de par son travail,
de rendre justice aux victimes. Mais c'est des dizaines de milliers dans plusieurs pays de victimes qui ont pu bénéficier soit de réparations ou d'assistance dans le cadre des activités de la Cour. Les affaires pendantes devant la CPI ont suscité l'installation du fonds au profit des victimes à Abidjan. Mais pas que. Les campagnes de sensibilisation de la représentation locale de la CPI aussi. L'objectif étant de toucher les 31 régions du pays. Cette année, donc, nous avons continué cette campagne qui avait donc commencé l'année dernière. On vient de terminer une étape, c'est Bois-Flé, Daloa, San Pedro, Soubré. Donc, pour aller vers les populations, rencontrer les leaders d'opinion, les leaders communautaires, donc échanger autour de ces processus judiciaires, mais surtout leur expliquer c'est quoi les mécanismes de fonctionnement de la Cour, pourquoi la Cour a été créée, quels sont les modes de saisine, quels sont les organes qui constituent la Cour. Des activités dont le résultat est d'aboutir à la cohésion sociale pour la non-répétition des violences. Durant des années, la coalition ivoirienne pour la CPI a fait du changement des mentalités son cheval de bataille. On a fait le tour de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pendant la crise, au moment où le pays mettait 10 ans d'eux, dans la crise pour sensibiliser les populations pour que plus jamais ce qui s'est passé ne puisse se produire et qu'il n'y ait pas de vengeance au niveau des victimes. Aujourd'hui, le fonds au profit des victimes est un facteur important pour redorer l'image de la CPI, car tout comme les habitudes, les préjugés aussi ont la peau dure. En effet, la lutte contre l'impunité nécessite justice et réparation. Réparation déjà amorcée par le gouvernement ivoirien. À ce jour, ce sont 3 455 victimes indemnisées. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Quelle contribution du fonds de la CPI dans le processus d'assistance des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire? C'était un reportage signé Gabriel Zani, reportage à voir et à revoir sur les www.rti.ci. Pour rester avec la CPI, sachez que Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour. 68 millions d'euros, c'est environ 45 milliards de francs CFA. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en RDC. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. Le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire, troisième pilier de l'économie nationale, c'est un vœu que le département ministériel s'attelle à réaliser. Un fonds de développement touristique est mis en place pour appuyer les actions et projets pouvant contribuer au développement du secteur, d'où l'organisation d'une formation à l'intention des opérateurs économiques et des agents de l'administration publique, avec pour objectif de mieux les outiller dans le sens du développement du tourisme. Les précisions d'Éric Goré. Des techniciens du tourisme et des opérateurs économiques exerçant dans le secteur mettent à niveau leurs connaissances dans le domaine touristique. Ils ont un objectif commun, faire passer la Côte d'Ivoire de la 12e à la 5e place des pays africains les plus visités. En tant que compagnie aérienne, nous nous devons de revoir les fréquences, essayer de les rendre un peu plus régulières. Aussi avoir des tarifs abordables pour permettre aux clients de venir et de partir quand ils le veulent, tout en mettant un grand accent sur le confort. Les Ivoiriens n'ont pas la culture de découvrir leur pays, mais il faut les inciter à le faire. Il y a la cherté de nos hôtels, il y a la route, il y a plein de facteurs qui interviennent. C'est pourquoi il faut s'approprier de cette stratégie. À travers la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme veut faire de notre pays le troisième pilier de l'économie d'ici à 2025. Le tourisme domestique va prendre un envol au niveau de la Côte d'Ivoire pour accroître cette capacité touristique qui est en train d'être développée. Agences de voyage, structures hôtelières, entre autres, doivent également respecter les normes dans un secteur qui peut constituer un bastion de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Un vœu cher au gouvernement ivoirien.
On en vient maintenant au Forum des affaires et plateformes interactives entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. C'était à Abidjan et les institutions gouvernementales, les opérateurs TIC mauriciens et ivoiriens ont mené des réflexions sur les technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jean-Marc Djedji, Didier Nguessan et Joël Gomez. Des actions pour l'attraction des investissements nationaux et étrangers dans différents secteurs de l'économie sont mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Réunis à Abidjan pour un forum d'affaires, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, le ministère de l'économie numérique et de la Poste, les institutions de l'île Maurice ont fait l'état des lieux sur les opportunités économiques qu'offre le secteur des technologies, de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Nous avons parmi nous des représentants de l'île Maurice qui sont en prospection en matière d'investissement dans notre pays et ils ont porté leur attention sur le secteur du numérique. Nous avons l'opportunité de leur présenter le panorama des TIC en Côte d'Ivoire. Les opérateurs publics et privés de l'île Maurice s'engagent à combler les besoins de la Côte d'Ivoire en services technologiques et à favoriser l'échange de savoir-faire. La Côte d'Ivoire est un pays quand même qui fait 9% de croissance, qui a énormément de ressources, qui a une très bonne capacité humaine pour travailler dans le secteur des TIC. Donc nous pensons qu'il y a énormément d'opportunités. C'est de partager l'expérience de l'île Maurice en matière de transformation digitale de leur économie et de réussite de la mise en place d'une filière numérique, je dirais, efficace et exportatrice. La zone économique spéciale de Grand Bassam est l'un des projets TIC phares entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. 391 milliards de francs CFA ont été investis par l'île Maurice en Côte d'Ivoire. L'île Maurice est classée premier pays africain en TIC et télécom, selon le rapport 2016 de l'Union internationale des télécommunications. C'était un récit de Konaté Moussas. Nous allons y aller maintenant au Burkina Faso. Les 2 Français qui avaient été enlevés le 1er mai dernier dans le parc national de la Pendjari au Bénin ont été libérés lors d'une opération des forces françaises au nord du Burkina Faso. Avec eux, 2 autres otages, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. Au cours de cette intervention, 2 militaires ont été tués. Le reste de l'actualité internationale du jour nous conduit en Algérie, en Afrique du Sud, mais la première halte, c'est au Togo. C'est l'actu en bref. Au Togo, la révision de la Constitution adoptée mercredi soir par les députés est confrontée à la désapprobation de l'opposition. La coalition 14 conteste l'absence dans les tests légaux de la prise en compte des mandats réalisés ou qui tirent à leur terme. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé est ainsi avantagé par la remise à zéro de ses compteurs. En Afrique du Sud, l'ANC, Congrès national africain, confirme son hégémonie électorale. Les premiers résultats des élections législatives publiés par la Commission électorale indépendante du pays positionnent le parti de Mandela en tête. Ces résultats partiels sont en phase avec les sondages, arrivent en 2e et 3e place, respectivement, l'Alliance démocratique et le Parti des combattants pour la liberté économique. En Algérie, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanouné, est emprisonnée. Elle a été convoquée devant le tribunal militaire pour 2 accusations. L'une portant atteinte à l'autorité de l'armée et l'autre pour complot contre l'autorité de l'État. La nouvelle de son arrestation a suscité des réactions en Algérie, celle du parti de Louisa Hanoun et de la classe politique qui voit en cet acte une entrave à la liberté politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain 13h sur la chaîne qui rassemble.